lesquels tant chèrement on vendra, comme si fussent cordes de Munican ou Achillei, que pensez-vous? S'il vous plaît, dit Panurge, m'en vendez un. J'en serais bien fort tenu au courail de votre rui. Voyez-ci argent comptant. Combien? Ce disant, montrait son escarcelle, pleine de nouveau Henricus. Mon ami, répondit le marchand, notre voisin, ce n'est viande que pour rois et princes. La chair en est tant délicate, tant savoureuse, tant friande que ces baumes, je les amène d'un pays auquel les pourceaux, Dieu soit avec nous, ne mangent que mirobalans. Les truies en leur gésine, sauf l'honneur de toute la compagnie, ne sont nourries que de fleurs d'oranger. Mais dit Panurge, vendez-m'en un, je vous le paierai en roi, foi de piéton, combien? Notre ami, répondit le marchand, mon voisin, ce sont moutons extraits de la propre race de celui qui porta Frilux et ailé par la mer et l'Hellespont. Cancre, dit Panurge, vous êtes éclairé qu'Usuel a dit ça ainsi à son chou, répondit le marchand, et ce sont pourreaux, mais 2 R, 3 R, 4 R, oh Robin, 6 R. Vous n'entendez ce langage? À propos, par tous les champs auxquels il pisse, le blé y provient comme si Dieu y eût pissé. Il n'y faut autre marne, mon maître, ni fumier, plus il y a de leur urine, les quintessentiaux tirent le meilleur salpêtre du monde, de leur crotte, qu'il ne vous déplaise. Les médecins de nos pays guérissent 78 espèces de maladies, la moindre desquelles est le mal de Saint-Outrope. Que pensez-vous, notre voisin, mon ami, aussi me coûte-t-il bon? Coûtez vaille des Panurges seulement, vendez-m'en un, payant bien. Notre ami, dit le marchand, mon voisin, considérez un peu les merveilles de nature consistant en ces animaux que voyez, voir en un membre qu'estimeriez inutile. Prenez-moi ces cornes-là, les concasser avec un pilon de fer ou avec un landier, semer tout un, puis les enterrer en vue du soleil, de la part que voudrez, et souvent les arroser. En peu de mois, vous verrez naître les meilleures asperges du monde. J'en daignerai excepté que ce Draven allait me dire que vous, les cornes des autres messieurs, les cocus, et vertus telles et propriétés tant mirifiques. Patience, dit Panurge. J'en saute un peu. C'est la première fois que je lis en public. Bran, dit le patron de la Nauf au marchand. C'est trop ici, barguigné. Vends-lui si tu veux plus, ne l'amuse plus. Je le veux, répondit le marchand, pour l'amour de vous, mais il en paiera 3 livres tournois de la pièce en choisissant. C'est beaucoup, dit Panurge. En nos pays, j'en aurais bien 5, voire 6 pour telle somme. Avisez que ce ne soit trop. Vous n'êtes le premier de ma connaissance qui, trop tôt, voudrait riche devenir et parvenir est à l'envers tombé en pauvreté, voire quelquefois s'est rompu le cou. Tes fortes fièvres Carten, dit le marchand, lourdeau sot que tu es, par le digne vœu de Charroux, le moindre de ces moutons vaut 4 fois plus que le meilleur de ceux que jadis les Coraxiens du Titanic contre Espagne. Je passe un peu. Benoît, monsieur, vous échauffez en votre harnais que je vois et connais. Tenez, voyez là, votre argent. Panurge, ayant payé le marchand, choisit de tout le troupeau un beau et grand mouton, et l'emportait, criant et bêlant, voyant tous les autres semblablement bêlants, et regardant quelle part on menait leurs compagnons. Cependant, le marchand disait à ses moutonniers, « Oh, qu'il a bien su choisir le chaland, il s'y entend, le paillard, vraiment, le bon, vraiment. Je le choisissais pour le seigneur de Cancale, comme bien reconnaissant son naturel, car de sa nature, il est tout joyeux et baudi quand il tient une épaule de mouton en main, bien séante, avenante, comme une raquette gauchère. » Soudain, je ne sais comment, virgule, le cas fut subit, virgule. Je n'eus loisir le considérer. Point. Panurge, sans autre chose, dire, jette en pleine mer son mouton, criant et bêlant. Tous les autres moutons, criant et bêlant en pareille intonation, commencèrent soit jeter et sauter en mer à la file. La foule était à qui premier sauterait après leurs compagnons. Possible n'était les en garder. Comme vous savez être du mouton le naturel, toujours suivre le premier, quelque part qu'il aille, ainsi le dit Aristote, livre 9 de Historia Animale. Être le plus sot et inepte animal du monde, sauf à Ouessant, le marchand tout effrayé de ce que devant ses yeux, périr voyait et noyait ses moutons, s'efforçait les empêcher, retenir de tout son pouvoir, mais c'était en vain. Tous, à la file, sautaient dedans la mer et périssaient. Finalement, il en prend un, grand et fort, par la toison sur le tillac de la Nauf, puis ainsi le retenir, sauver ainsi le reste
Aussi conséquemment, le mouton fut si puissant qu'il emporta avec soi en mer le marchand et fut noyé. En pareille forme que les moutons de Polyphémus le borgne cyclope emportèrent hors la caverne Ulysse et ses compagnons. Autant en firent les autres bergers et moutonniers, les prenant un par les cornes, autres par les jambes, autres par la toison, lesquels tous étaient pareillement en mer, portés et noyés misérablement. Panurge, à côté du Fougon, tenant un aviron en main, non pour aider aux moutonniers, mais pour les engarder de grimper sur la nauf et évader le naufrage, les prêchait éloquemment, comme s'il fût un petit frère Olivier Maillard ou un second frère Jean Bourgeois, leur remontant par lieu de rhétorique les misères de ce monde, le bien et l'heure de l'autre vie, affirmant les plus heureux être les trépassés que les vivants en cette vallée de misère, et chacun d'eux promettant d'ériger un beau cénotaphe et sépulcre honoraire au plus haut du Mont-Cenis à son retour de Lanternois, leur optant ce néanmoins, en cas que vivre encore entre les humains ne leur fâcha, noyer ainsi ne leur vint à propos, bonne aventure et rencontre de quelques baleines, laquelle au tiers-jour subséquent les rendrait sains et saufs au propre pays de Satan, à l'exemple de Jonas. La nauf vidée du marchand de ses moutons, reste-t-il ici, dit Panurge, une âme moutonnière? Où sont ceux de Thibault l'Agnelet et ceux de Regnault-Belin qui dorment quand les autres pêchent? Je sais rien, c'est un tour de vieille guerre. Que t'en semble, frère Jean? Tout bien de vous, répondit frère Jean. Je n'y ai rien trouvé mauvais. Sinon qu'il me semble que, comme jadis on saoulait en guerre, au jour de bataille ou assaut, promettre au soudard double paye pour ces 8 jours s'il gagnait la bataille, l'on avait prou de quoi payer. S'il la perdait, c'eût été honte de me demander. Aussi enfin, vous deviez le paiement réservé. L'argent vous demeura en bourse. C'est bien chier, dit Panurge, pour l'argent, vertu Dieu. J'ai eu du passe-temps pour plus de 50 000 francs. Retirons-nous, le vent est propice. Frère Jean, écoute ici. Voilà, c'est fini. Évidemment, tout le monde connaît les moutons de Panurge. Et en même temps, bon, on ne va pas faire de test parce que ce serait méchant, mais justement, c'est un problème sérieux. C'est que jusqu'au début du siècle, les Espagnols, par exemple, apprenaient encore du siècle, le mien, pas le leur, apprenaient à lire dans Don Quichotte. Et évidemment, Don Quichotte qui s'est fixé comme ça dans la langue espagnole. La langue espagnole, évidemment, a évolué, avancé, mais c'est resté quelque chose, un objet stable. Pareil pour Shakespeare en anglais, même si je lisais des Agatha Christie, des Dickens, etc. Vous avez toujours cette espèce de grande fondation à la fois centralement littéraire et à la fois complètement populaire de la langue via une œuvre qu'il incarne. Et Rabelais, c'est la même chose pour nous, et en même temps, il n'a jamais été populaire. C'est-à-dire que on se prend le Gargantua, les torche-cul, etc. Mais le quart-livre reste quand même grossièrement quelque chose d'inconnu.